Depuis dimanche, en République démocratique du Congo, la ville de Goma est devenue le théâtre de violents affrontements entre les forces armées congolaises et le M23. C'est une milice armée soutenue selon l'ONU par le Rwanda. La chute imminente de cette ville du Nord Kivu, qui abrite de nombreux réfugiés ayant fui les conflits de la région, marque un tournant décisif dans ce conflit. Bonjour Sonia Rollet. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste chez Reuters Le Monde et spécialiste notamment de cette région. Alors il faut un peu nous expliquer ce qu'est le M23 et aussi ce qu'est le Nord Kivu, puisque c'est une région compliquée à décrypter. Alors, d'abord le Nord Kivu, peut-être, hein, c'est l'est de la République démocratique du Congo. C'est une zone qui est riche en minerais et qui est en conflit depuis maintenant 30 ans. Puisqu'il y a eu d'abord des guerres et ensuite, normalement, les guerres se sont terminées, mais ça a continué sous d'autres formes. Et notamment avec ces rébellions et avec des groupes armés qui pullulent encore hein, dans tout l'est du Congo. On parle de plus de 200. Et parmi eux, il y a le M23. Le M23 existait déjà dans les années 2010. En 2012, justement, il avait déjà pris Goma brièvement. Et puis avait été défait, donc un an plus tard. C'est une rébellion qui était la résurgence déjà d'une ancienne rébellion, puisqu'il s'opposait au fait qu'un accord de paix n'avait pas été appliqué avec une autre rébellion, et donc il voulait l'application de cet accord de paix. Ça, c'était en 2012. C'est une rébellion qui en fait défendait à la base une communauté qui sont les Tutsis du Nord Kivu, ou les Rwandophones du Nord Kivu, Hutus et Tutsis. Mais alors, justement, est-ce que c'est une bonne grille de lecture de considérer que c'est une même communauté donc de conflit entre le Rwanda et le Congo, qu'on retrouve cette opposition entre Tutsi et Hutu, ou bien n'est-ce pas la grille adéquate, Sonia Rollet? Alors là, disons que dans ce cas-là, bon, prendre la défense, en tout cas de la communauté Tutsi, ça c'est sûr, parce qu'ils le disent, et puis ils disent qu'ils sont persécutés, qu'il y a des persécutions, il y a des discours de haine, ça aussi, l'ONU l'en atteste. Heu, Là, dans le cadre de ces rébellions, il y avait en fait parfois des Hutus et des Tutsis, congolais dans cette même rébellion. Donc c'était un peu plus large. On parle des rwandophones à ce moment-là, donc Mhm. une communauté plus large, et tout simplement, qui se disaient persécutés parce qu'ils parlaient Kinyarwanda, donc la langue du Rwanda. Donc Donc alors l'angle, alors je sais que le qualificatif d'ethnique pour les Tutsis et les Hutus a été remis en cause au moment donc du génocide des Tutsis au Rwanda, mais est-ce que ça aujourd'hui c'est définitivement quelque chose qu'il faut abandonner pour expliquer la rébellion du M23? Alors, eux, ils l'abandonnent pas en tout cas, parce qu'ils en parlent toujours. Ça D'accord. fait partie des 3 points en fait qu'ils mettent en avant. Parmi les autres points qu'ils mettent en avant dans ce qu'ils comptent faire, hein, ils disent aussi qu'il y a un problème avec l'État plus largement, et que donc il faut réformer l'État. Ils parlent, et notamment parce que maintenant ils ont une aile politique qui s'appelle l'Alliance Fleuve Congo, leur chef parle très ouvertement du fait qu'il veut renverser le régime à Mhm. Kinshasa, qu'il faut refondre l'État complètement, refondre l'armée notamment, qui aujourd'hui a des difficultés, pour battre, le M23. Et on a la sensation d'être dans une zone qui est donc assez anomique, avec un certain nombre de conflits qui sont des conflits lointains et assez anciens. C'est ce que vous décriviez à l'origine, Sonia Rollet. Ah oui, oui, ce sont des conflits, anciens. On a, ces rébellions, soutenues par le Rwanda, et c'est à chaque fois l'ONU qui le dit, qui réapparaissent très, très régulièrement. Dans le cas, particulier, de cette rébellion-là, ce que disait l'ONU, c'est qu'à un moment quand même, et c'était jusqu'en juin, juillet, il y avait plus, par exemple, de militaires rwandais, sur le terrain que, de rebelles eux-mêmes. Donc il y avait une forte présence militaire rwandaise. Mais c'était aussi dû au fait que l'armée congolaise avait aussi, augmenté son niveau en achetant de nouveaux équipements. Donc ils avaient, des drones, ils avaient, des avions, ils avaient, des hélicoptères, et donc c'est là où l'armée rwandaise, serait rentrée, en jeu selon l'ONU, puisqu'il y avait notamment, des missiles sol-air qui ont été apportés, des systèmes de brouillage. On en a beaucoup entendu parler ce week-end au Conseil de sécurité parce que ça pose de gros problèmes aux opérations humanitaires, aux vols, civils Hmm. même, et à l'ONU pour faire ces opérations. Donc oui, c'est une rébellion qui est un peu différente, et là, depuis septembre, on voit qu'il y a un recrutement massif pour le M23. On parle de plus de 5 000 combattants qui ont été recrutés entre septembre et décembre, ce qui explique peut-être aussi cette offensive sur Goma. Est-ce qu'on en peut également redouter, parce que cette région qui appartient à l'Afrique des Grands Lacs,
est une région où il y a déjà eu des millions de morts suite à des affrontements. Est-ce qu'il faut replacer cet épisode dans la longue durée parmi donc ces différents carnages, Sonia Rollet? Oui, malheureusement, en fait, le Nord Kivu et même l'Ituri, en ce moment et ça fait des années maintenant, sont en proie à des violences, sans nom, hein. Des massacres, déplacements de population massifs, viols, donc on voit toutes ces tragédies, en fait, se Mhm. passer avec jusqu'ici, en tout cas, enfin jusqu'à ces derniers mois, u une MONUSCO qui était une mission des Nations unies au Congo, qui était appelée à partir par le gouvernement congolais. Même eux, l'an dernier, ils l'ont pas dit aussi ouvertement de ça, mais ils ont dit que c'était peut-être pas le moment Mhm. pour la MONUSCO ou pour les casques bleus de partir du Nord Kivu et de l'Ituri. Le fait, et justement l'État congolais le dit, ils ont besoin de restaurer l'autorité de l'État. Ils en parlent maintenant pratiquement depuis la fin de la guerre, avec la problématique de déployer la police, l'armée dans des zones où parfois il y a quasiment pas d'infrastructure, donc assez isolées. Et c'est ce qui pose problème jusqu'à présent, c'est de restaurer cette autorité de l'État sur toutes les parties du territoire pour empêcher justement aux groupes armés de pouvoir recruter. Et ils arrivent à recruter. Mais alors, là où je suis surpris, je ne suis pas un spécialiste, vous en êtes une, Sonia Rollet. Donc, il y a une implication du Rwanda, semble-t-il, dans cette rébellion du M23. Paul Kagame, le président du Rwanda, l'a nie. Mais est-ce qu'il est fondé à la nier? Alors, ils sont en pourparlers, ou ils étaient en discussion, ils sont toujours en discussion sous l'égide de l'Angola. Et la discussion porte quand même entre le Rwanda et le Congo sur le fait que le Congo fasse des opérations contre les rebelles hutus rwandais, dont certains leaders ont participé au génocide de 94, ou sont suspectés puisqu'ils n'ont pas été jugés d'avoir participé Mhm. au génocide de 94. Et puis, de l'autre côté, le Rwanda, on parle de retrait de ses moyens de défense, et ces moyens de défense, c'est les troupes rwandaises qui sont au Congo. Donc, on en discute en fait. Ils le reconnaissent pas ouvertement, mais il y a des discussions très ouvertes dessus. Au Conseil de sécurité, la plupart des pays aujourd'hui ont demandé, enfin en tout cas c'était ce dimanche lors d'une réunion d'urgence, ont demandé au Rwanda de se retirer, sauf la Russie, la Chine et puis quelques autres pays. Mais en tout cas pour tout ce qui est États-Unis, France, Grande-Bretagne, ça a été très clairement dit. Le secrétaire général de l'ONU l'a aussi dit très ouvertement. Ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans que ce conflit dure, et ça fait 2 ans que le groupe d'experts des Nations Unies chargé de surveiller l'embargo sur les armes dénonce à chaque rapport en fait cette présence avec photo à l'appui. Et alors là aussi, est-ce qu'il faut relier donc cette présence rwandaise à une sorte de conséquence du génocide Tutsi? Est-ce que c'est un épisode qui s'inscrit dans cette succession? Alors pour le gouvernement rwandais, absolument. Enfin, ils mettent à chaque fois ça en avant, Mhm. que s'ils sont au Congo, c'est justement à cause de la présence de ces groupes armés et à cause du fait qu'ils représentent une menace pour leur sécurité, voire aujourd'hui, ils disent que le régime, à Kinshasa, heu, véhiculerait l'idéologie génocidaire même, ou en tout cas encouragerait l'extrémisme. Du côté du gouvernement congolais, on dit, tout le contraire, on dit que le Rwanda n'a jamais été là pour finir cette rébellion, mais plutôt pour exploiter les minerais, parce qu'il y a beaucoup de minerais au Nord Kivu, et notamment depuis avril l'an dernier, ils ont le contrôle, enfin début mai, ils ont le contrôle d'une mine, enfin, d'une zone minière qui s'appelle Rubaya. Ça, c'est la zone du coltan, le coltan qui est dans nos téléphones portables et nos ordinateurs, et qui est contrôlé par le M23. Et là, très clairement, c'est documenté que tous les minerais partent au Rwanda. D'ailleurs, le groupe d'experts des Nations Unies a dit que c'était la plus grave contamination de la chaîne d'approvisionnement des minerais, depuis plus de 10 ans ou 15 ans. C'est étonnant parce que on avait la sensation, là aussi, c'est le néophyte qui parle, on avait la sensation que Kagame, donc le président rwandais, était un autocrate, mais un autocrate qui ne souhaitait pas la guerre. Alors quand même, il y a des traces sur le fait que depuis la guerre, il a soutenu beaucoup de rébellions. Il y a une filiation de ces rébellions. C'est même parfois les mêmes personnes, en fait, depuis, la fin de la guerre, enfin depuis, par exemple, une rébellion qu'on appelait le RCD, qui avait participé aux institutions, aux accords de paix et cetera. Ensuite, on a vu, le CNDP, ensuite on a vu le M23, et en fait, c'est à peu près les mêmes militaires, qui sont là. Hem, donc en tout cas, sur cette partie-là, le président Kagame dit toujours, plus ou moins, qu'il va prendre tous les moyens qui sont possibles pour se défendre contre ces FDLR et contre toute personne qui serait susceptible de représenter une menace sur le Rwanda. Il le dit pratiquement à chaque discours, voilà, c'est Donc c'est quasiment aujourd'hui une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda. ah oui, ils sont en conflit, ouvert dans l'est du Congo. Ils se battent, les uns les autres. D'ailleurs, c'est aussi un problème, c'est pour ça que c'est remonté comme un problème aux Nations Unies.
pour beaucoup de pays, c'est qu'il y a notamment des attaques sur les casques bleus qui sont menées par cette coalition, donc contre le Rwanda et le M23. Or, le Rwanda, c'est, le deuxième pays contributeur, de personnel en uniforme pour les Mmh. Nations unies. Aujourd'hui, le deuxième pays au monde, Mmh mh. et donc c'est vrai que ça pose un problème de se retrouver avec, d'un côté des militaires qui sont dans les la mission d'opération de maintien de la paix et de l'autre des militaires qui se retrouvent à attaquer ou oui, à prendre pour cible une opération de maintien de la paix. William Ruto, le président kényan, a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que l'on peut imaginer, de cette, tentative donc, d'interposition ou en tout cas d'organisation de pourparlers, Sonia Rollet? Alors, il y a de tous les côtés, on voit des initiatives. On a même entendu hier soir le président sud-africain qui annonçait qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu. Donc ça, c'est vraiment les dernières informations. Donc on voit qu'il y a des initiatives diplomatiques de tous les côtés pour tenter de parler d'un côté avec le Rwanda, de l'autre avec le Congo, et puis d'essayer de les faire à nouveau parler ensemble. Ils ont refusé de se rencontrer en décembre sous l'égide de l'Angola. Donc là, il y a ce sommet qui est annoncé, mais il y a d'autres, hein. Il y a des sommets à l'Union africaine, aux Nations unies. On parle aussi de nouvelles réunions. Donc ça va évidemment être dans tous les sens. Tout ça pourquoi? Parce que Goma, c'est un hub humanitaire. C'est quand même là où il y a la SAMI-RDC, donc la force de la SADC, donc de la zone d'Afrique australe. Il y a la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies au Congo. Il y a des ONG. Donc ça intéresse aujourd'hui. C'est redevenu une crise de premier plan, alors qu'on parlait d'une crise complètement oubliée. Donc les initiatives diplomatiques, ça va être évidemment dans tous les sens. Alors des initiatives, diplomatiques, mais est-ce qu'on l'on peut imaginer que, ceci, aboutisse, rapidement? Est-ce qu'on est, sur, un terrain d'opération qui, risque, de faire de nombreuses victimes avant qu'il y ait une opération qui fonctionne, Sonia Rollet? Alors, le point d'achoppement ou le principal point d'achoppement aujourd'hui entre le Rwanda et le Congo, selon la médiation angolaise, c'est justement le M23. C'est justement le fait que le Congo dit ces gens sont des terroristes, on ne négocie pas avec eux, et le Rwanda demande à ce que la RDC négocie avec le M23. C'était le dernier point d'achoppement selon la médiation en décembre, c'est ce qui a fait échouer la tripartite. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se situe. Après, c'est vrai que vu l'escalade du conflit et notamment le fait qu'il y ait des armes qui soient aussi destructrices qu'on n'avait pas vu dans l'Est du Congo, qu'on n'avait jamais vu dans l'Est du Congo, des batteries, de missiles, c'est ce que disait par exemple le CICR hier, il y a de plus en plus en fait de blessures qui sont dues à des explosions et plus seulement par les balles, donc c'est très mortel. Merci beaucoup Sonia Rollet. Je rappelle que vous êtes, journaliste, chez Reuters et Le Monde. Dans quelques instants